Donc je suis compositeur, et comme tout compositeur, on a une formation qui est relativement étendue dans différentes disciplines, parce qu'il faut bien se nourrir et avoir un minimum de culture. Mais c'est vrai qu'on est particulièrement attaché à la matière de la musique, donc à l'écriture, et à un savoir-faire, et un devoir-faire, qui parfois est contraint à des commandes qui ont un déroulement qui est vraiment pas du tout académique. C'est-à-dire c'est un déroulement de la production, donc qui fait face à un pragmatisme auquel j'étais habitué depuis tout petit et donc qui habite en moi. Donc il est clair que mon approche n'est pas philosophique, je m'attache beaucoup à l'épistémologie pour un souci de précision, mais je suis particulièrement attaché à l'étymologie, qui pour moi est une source de sagesse. Et en musique, la notion d'archétype existe et sur plusieurs dimensions de l'esprit. Il y en a une qui est très connue, c'est ce qu'on appelle l'écoute archétypale, qui voudrait dire, Pierre Boulez le nomme autrement, il appelle les structures latentes de la mémoire, qui en fait revient à peu près à une même classe de repères, qui serait, est-ce qu'on attend une valse à 3 temps, et on dit que c'est une valse parce qu'on reconnaît qu'il y a 3 temps, du coup on se rattache à une forme archétypale de la structure rythmique de la valse. Et pourquoi quand Tchaïkovski, dans le deuxième mouvement de la symphonie pathétique, donc le numéro 6, il fait une valse à 5 temps, on appelle ça encore une valse. Quel serait le modèle qui serait issu d'un archétype de la notion de la valse, qui c'est encore valable dans quelque chose qui détruit la rythmique de la valse, ou qui détruit non, mais qui n'est pas tout à fait dans le même moule d'une valse, on va dire viennoise. De la même façon, la notion d'archétype, mon maître Fedele m'en a propagé à juste titre un attachement et une importance fondamentale dans l'écriture, c'est que si un compositeur fait de la création non archétypale, il risque d'être réellement dans une... Parce que la musique reste un art, même si elle est non touchable, du coup on a tendance à dire que la musique est abstraite. Moi je suis vraiment pas d'accord, la musique est un phénomène vibratoire tellement important qu'on le sent par les os, hein, la transmission osseuse. Donc si on fait de la musique qui n'est pas basée sur... donc non archétypale, bah, on risque de faire une musique qui effectivement serait basée sur un langage abstrait, donc inventé à zéro, et qui du coup n'aurait pas une corrélation entre l'écoute du public et l'attente du public et l'attente, le désir de l'artiste. Donc la notion d'archétype est fortement ancrée dans l'histoire de la musique. Il faut savoir aussi que dès qu'on bâtit une forme musicale, donc, dans le mot forme, en musique on utilise souvent 2 termes qui sont non pas ambigus, mais qui sont, on va dire, comme de participants à une même famille, un peu comme le grand-père et le père, ou la grand-mère et la mère. Donc il y a une partie de chevauchement entre la notion de forme des figures. Dès qu'on invente une forme ou une figure, on s'attache à la problématique de l'archétype. Et la particularité en musique, c'est qu'effectivement, à cause de ce pragmatisme que très souvent est laissé à ce qu'on appelle la musicalité, donc à une intuition parfois non maîtrisée, qui est très bien, qui est géniale. On n'aurait jamais demandé à Mozart d'écrire un traité. Ça aurait été sûrement quelque chose d'illisible, tandis qu'on a espéré qu'il écrive le plus longtemps possible. Donc par ce décollement, on peut dire détachement entre une vision des traités épistémologiques en musique qui n'existe quasiment pas, il faut attendre la deuxième partie du XXe siècle pour accéder à des traités qui parlent de musique de façon épistémologique et non pas simplement poétique, ou parfois seulement poétique. Du coup, effectivement, la notion d'archétype en musique est très mal décrite. C'est-à-dire qu'elle subit parfois des oscillations du contenu qui peuvent varier avec des opposés, chose qui me gênait énormément. Il y a une petite prémisse qui est importante de faire, qui est celle que mon approche est pragmatique, dans le sens que je revendique le statut de compositeur que je suis, ou d'artiste que je suis, et dans l'art, on est confronté à un pragmatisme.
Cette différenciation que je veux faire, c'est parce que souvent dans la philosophie, on a une vision qui est apodictique, expliquée, on dit parfaitement le pourquoi des termes, et leur cheminement logique vers, depuis leur création jusqu'à nos jours. Dans d'autres domaines, on a toujours une approche épistémologiquement forte. Alors en art, il y a cet avantage du mérite de, on peut dire, une sorte d'éloge de l'imprécision. C'est-à-dire que dans toutes mes recherches, malgré le fait qu'elles ont abouti à des textes qui sont consistants, il y a une volonté de ne pas être exhaustif et de ne pas nécessairement me rattacher à une philologie qui se veut exacte, à une épistémologie qui se veut exacte autrement, ou à une philosophie qui se veut automatiquement, bien sûr, j'utilise un terme exagéré, dictatrice d'une vérité absolue. C'est important parce que vous allez voir que l'approche que je propose, et pourquoi le pragmatisme? Le pragmatisme, c'est mettre les mains dans la pâte, mettre les mains dans la matière, et que on peut donner une direction qu'on veut particulière à la matière, qu'on souhaite, qu'on privilégie, on peut donner une version heuristique, mais à un moment donné, la matière est corruptible, elle se casse, parfois elle privilégie des solutions qui étaient inattendues avant. Et donc ce pragmatisme, c'est là que l'art surgit quelque part, la différence fondamentale entre un objet de fabrication quelconque et un objet que nous on estime comme étant un objet d'art, c'est quand le pragmatisme met en évidence des aspérités imprévues. Et du coup, cette petite prémisse, c'est non pas pour justifier quoi que ce soit, mais parce que la raison qui m'a poussé à travailler sur nos recherches approfondies de la notion d'archétype dans d'autres champs et dans d'autres disciplines, c'était parce que le pragmatisme auquel je trébuchais sur cette notion manquait des références, et je suis donc arrivé sur la notion d'archétype, non pas par l'archétype comme mot en soi, mais par quelque chose de très spécifique, qui est le mot type, dans lequel le mot type en musique a énormément de sens, on verra pourquoi, et qui effectivement donne origine à archétype, à prototype et à stéréotype. Donc, dans cette déclinaison de termes, là où une problématique effectivement de sens et de hiérarchie quelque part de terminologie s'est posée comme problématique. Donc, techniquement, un type, l'étymologie latine et grecque, est quelque chose qui est inhérente à une empreinte, c'est-à-dire voire même une forme, mais c'est très intéressant parce que c'est très musical, en tout cas très sonore, laissé avec un objet qui laisse une empreinte. Donc il y a un coup, il y a une pression qui se met en place. Et dans des ouvrages que j'écris auparavant, j'ai beaucoup travaillé sur la notion d'expression, donc une pression qui sort d'une pression proposée à l'individu, donc on veut dire à une réception de l'œuvre d'art qui produit du coup une énergie. Et à un autre moment, j'ai travaillé sur le modèle corporocentré, donc à tout ce qui est le ressenti du vivant qui transmet par la réception du phénomène extérieur au corps humain et qui se transforme en objet d'art. Donc dans ces rapports de la pression qui mène à l'expression et à des modèles corporocentrés du corps qui se manifestent comme restitution des phénomènes en objet d'art, effectivement, j'ai commencé à envisager la notion du type. Alors, un type, dans des définitions relativement standardisées, ça veut dire qu'on retrouve facilement et aisément dans différents ouvrages, est un ensemble homogène, et qui du coup en musique marche parfaitement. C'est un ensemble homogène d'éléments sur lesquels on peut opérer le même type d'opération, de même fonction. L'exemple le plus connu est celui de la typographie, dans lequel on peut transformer des lettres de l'alphabet en gras, en italique, on peut changer le caractère, la police de caractère, pardon, et ainsi de suite. Ça veut dire que en musique, typiquement, pour tout ce qui est un type, par exemple les notes, les hauteurs, on peut appliquer une opération qui est la transposition. Pour le rythme, on peut appliquer une autre opération qui est la dilatation ou l'échelle temporelle. Et que parmi une typologie et l'autre, on ne peut pas appliquer les mêmes opérations. Et en travaillant sur la notion des types, très vite, on tombe dans un paradoxe. C'est-à-dire le type ou la typologie est souvent décrite comme étant l'origine de quelque chose. Donc le mot originaire surgit déjà avant même que la notion de prototype ou que d'archétype viendra tout à l'heure,
Et là, je me suis heurté donc à cette première problématique, qui était, non pas qui vient d'abord, mais est-ce qu'il y a un ordre avec lequel ces mots ont apparu, et est-ce qu'il y a un impact sur leur utilisation dans le domaine de la création musicale? Évidemment, oui. Et c'est là où le pragmatisme devient encore plus important. Et là, je dois faire obligatoirement un détour, ou peut-être que le détour, on le voit dans un instant. Mais pour répondre à votre question précisément, la notion d'archétype surgit comme nécessité d'approfondir la notion de type ou de typologie, et pour créer effectivement une différenciation entre le terme prototype, qui pour moi vient avant tout, archétype et stéréotype. Donc je souligne et je défends, je sais parfaitement qu'il y a des disciplines qui seraient prêtes à me faire exploser parce que l'archétype sera l'origine de tout, je ne crois pas du tout, en tout cas en musique, en tout cas dans la création, je n'y crois pas du tout. Et là, je voudrais faire non pas une critique, mais une différenciation entre la pensée que nous on nomme la pensée occidentale dans la philosophie est sûrement le berceau de la formalisation, et dans laquelle donc du coup la pensée grecque est par contamination ou par osmose ou compénétration, on peut appeler ça comme vous voulez, métissage avec la pensée judéo-chrétienne, est clairement une souche importante de la pensée, mais qui est loin d'être la pensée planétaire. Et là où ces termes commencent à perdre des stabilités, c'est quand on travaille beaucoup de façon planétaire avec des artistes qui ont des origines aussi éloignées que le Japon, les Chinois, ou d'autres parties de l'Amérique latine, dans lesquelles on voit parfaitement que les fameux, ou la fameuse définition d'un archétype ne correspond pas du tout à la pragmatique de la culture dans laquelle ces gens ont créé leur propre formation, ont subi l'héritage d'une éducation, ainsi de suite. Donc, la recherche d'une précision sur le terme archétype en musique est surgie surtout depuis environ pour moi 16 ans, depuis que je me suis confronté à la création de façon planétaire et pas seulement dans le milieu occidental. C'est très important parce que le pragmatisme se heurte pas seulement avec la chronométrie des événements, non pas la chronologie, mais avec ce qu'on appelle le temps, qui est un fait incontournable, mais elle doit se mettre à la création quand on parle de création contemporaine et d'un monde aujourd'hui qui est particulièrement connecté en vitesse suffisamment importante pour que la création qui a lieu à Tokyo aujourd'hui, elle est connue dans un temps utile en Europe, aussi bien qu'aux États-Unis. Ça veut dire que les méthodes d'articulation de la pensée ne peuvent pas reposer uniquement sur des méthodes ou des connaissances d'origine grecque ou judéo-chrétienne, parce qu'on n'a pas du tout de bonne articulation de la pensée. Ça veut dire qu'on risquerait de passer à côté d'une création majeure, simplement parce qu'on n'a pas les clés d'interprétation. D'où la recherche que j'ai mis en place et, encore une fois, cet attachement très concret au pragmatisme. Dans ce régime, qui est le régime qui articule le mode opératoire de l'artiste, qui se situe entre sa volonté d'être par des objets d'art, sa propagation vers le public, donc la réception du public, la question de l'archétype est fondamentale. Et je veux défendre une position que je dis tout de suite comme c'est un intitulé, c'est-à-dire que pour moi, les archétypes peuvent s'épaissir, donc dans différents. Là, je fais référence effectivement à des interviews qu'on a passées ensemble sur la notion du spectre de l'archétype. Pour moi, le spectre se construit. On verra comment, en tout cas, dans la création musicale. Donc, ce que moi je nomme épaississement, d'autres le nomment une vision spectrale de l'archétype. C'est important de parler de réception du public et de propagation de la part de l'artiste, parce que je suis obligé d'introduire deux termes qui sont sûrement éloignés au départ, mais qui expliquent ce rapport, ce régime de communication. Pour moi, il y a deux formes d'intelligence qui régissent la transmission du savoir. Donc, il y a ce qu'on appelle souvent l'intelligence collective, ce qui permet, effectivement, moi je suis incapable de produire un verre pour boire, je suis incapable de produire un stylo, mais je sais à qui m'adresser dans la société de façon collective afin de trouver la bonne personne qui peut produire un verre ou un stylo, et ainsi de suite. Donc, l'intelligence collective est la répartition des connaissances afin de produire, on va dire, les systèmes dans lesquels on vit.
qui est dans le cadre de la création musicale et de la création tout court, issue des producteurs, des distributeurs, des éditeurs, des imprimeurs, des directeurs de théâtre, des directeurs d'ensemble, des directeurs d'orchestre, de violonistes, de chanteurs, ainsi de suite. Donc c'est quand même quelque chose de relativement complexe. Et après, il y a l'intelligence connective, un terme qui est relativement... On n'en parle que depuis que la connexion, on va dire, Internet est arrivée. En fait, non, l'intelligence connective existe depuis qu'on a créé des traités et qui permet de faire une connexion entre un savoir-faire daté de l'époque de la Renaissance. Et quand on étudie les contrepoints vocaux de la Renaissance, on n'a pas la connexion directe avec le maître qui gère, ou les maîtres qui géraient cette technique ou ces techniques, mais on a les traités. Et la connexion avec ces traités permet que l'intelligence collective produit les professeurs ou les maîtres d'aujourd'hui, qui sont connectés au passé grâce aux ouvrages du passé, qui sont à la fois les œuvres d'art, mais à la fois les traités. Donc l'ensemble de l'intelligence collective et de l'intelligence connective est le bassin dans lequel les archétypes vont se produire. C'est ça qui est très important. C'est là où, au départ, c'est un chant, non pas vierge, c'est un chant qui émane et hérite du passé, et qui est en tout cas fertile à l'apparition des nouveaux archétypes. Mais l'archétype n'arrive pas tout de suite. Il n'y a pas un compositeur qui dit voilà ce que c'est la forme sonate, okay, qui date d'une époque relativement tardive à partir de, si on pense aujourd'hui, et à partir de la forme sonate, voilà comment il va évoluer dans les siècles. Il n'y a aucun artiste qui soit aussi crétin de pouvoir faire une projection de comment un archétype va évoluer. Mais il ne reste que la forme sonate à l'époque des Scarlatti, plein période baroque, et la forme sonate à l'époque de Mozart, période classique, avec Beethoven, période classique, et début du romantisme, pour arriver à Chopin, plein romantisme, pour arriver à Rachmaninoff, romantisme tardif, très tardif, pour arriver à Pierre Boulez, donc période sérielle, pour arriver à Berio, on va dire dans les années 2003, okay. Donc il y a environ 4 siècles qui se déplacent, donc on parcourt, et la forme sonate, qu'on trouve chez Berio en 2003, est tout à fait, s'articule avec pertinence, tout à fait avec la forme scarlattienne de la période baroque. Et entre-temps, la vision archétypale de la forme sonate chez Scarlatti ne pouvait pas intégrer ce qui arrivera 4 siècles plus tard. Ceci parce que, d'abord, avant l'archétype, il y a les prototypes. Alors, tout artiste qui se revendique dans le domaine de la création a une forme d'ambition, je ne dirais pas de prétention, hein, mais d'ambition saine, c'est de ne pas produire quelque chose de déjà entendu, mais quelque chose qui se rattache soit à une forme d'originalité, qu'on pourrait définir comme quelque chose de nouveau, tout bêtement, okay. Mais il espère en tout cas, il y a un souhait qui est celui de produire quelque chose qu'effectivement, si on peut envisager le monde comme un système de piliers qui définissent des limites, chaque artiste a la volonté de pousser peut-être d'un millimètre plus loin le petit pilier qui est celui inhérent de la forme sonate. Si on parle de la sonate métrique, c'est un exemple, on pourrait parler de la forme fugue, on pourrait parler de la forme valse ou des genres musicaux. La notion d'archétype est, on veut dire, parcourt de façon transversale différentes couches dans la musique qui peuvent aller de la notion d'accord. Est-ce qu'un accord est une forme archétypale? Je dirais oui. Est-ce qu'une cadence, bien une séquence d'accords est une forme archétypale? Oui. Est-ce qu'une figure musicale, donc on pourrait dire une mélodie, pour être très très compréhensible, peut avoir des formes archétypales? Oui. Et est-ce qu'une pièce, une symphonie, donc c'est vraiment sur des échelles différentes, de temporalité, de dimension, et ainsi de suite. Donc, si on prend la forme sonate comme exemple, à un moment donné, des artistes ont produit des objets, que peut-être même pas estimés être des objets d'art, et qu'après l'intelligence collective et connective a estimé qu'étaient des objets d'art. En tous les cas, ils étaient à un moment donné premiers. Ils sont arrivés à un moment donné en tant que, au début, il y a eu tel objet, après un autre objet, et ainsi de suite. Ce n'est pas du tout des archétypes. À ce stade-là, ce n'est que des prototypes. C'est-à-dire, c'est des formes qui, dans le proto, se dit en première, qui ont lieu à un moment donné, et qu'on a repérées. Et qu'on a repérées de deux façons. On les a repérées suffisamment intéressantes pour être propagées, la fameuse intelligence connective ou collective, et qui décident que sont suffisamment forts
suffisamment intéressant, il produit suffisamment d'utilité quelconque, hein, l'amusement, la technique, le fait de passer du temps, pour les propager. Et c'est dans cette propagation qu'il se passe un phénomène assez particulier. Il y a, moi j'appellerais, c'est un système encore une fois hérité des technologies actuelles, le fénétrage. En fait, c'est, on va dire, des portions de temps. Ça correspond, on parle de génération, le fenêtre générationnel, c'est la génération des années 20, la génération des années 40, la génération des années 50. Donc c'est ceux qui naissent autour d'une date et qui ont une vie standardisable appartiennent à une génération. Et que dans cette génération, il y a un métissage par osmose, par connexion, par proximité avec les autres générations. On pourrait dire la génération des grands-pères se rattache à celle des pères et celle des enfants. C'est très masculin, on pourrait parler des grands-mères, des mères et des filles, des petites filles. Dans ces passages de communication, l'intelligence, donc l'enseignement, et typiquement dans l'art, on passe beaucoup par l'enseignement, ou par les œuvres elles-mêmes qui font de l'auto-apprentissage, pour ceux qui seraient des autodidactes éventuellement. Ces premiers objets, ces objets prototypaux, quand ils se propagent, ils ont une caractéristique relativement commune. Un prototype, généralement, c'est un objet unique, bancal, on pourrait dire, c'est-à-dire non normé. Il n'a pas encore obtenu un statut, que ce sera celui plus tard du stéréotype, justement. Le prototype est quelque chose qui est relativement isolable dans un cadre. Quand je dis bancal, ça veut dire qu'il n'a pas fait preuve encore d'avoir des propriétés intrinsèques, parce qu'un objet ne peut pas encore le faire. Ça sera le retour de l'intelligence collective et connective qui dira s'il fait preuve de quelque chose. Et il est sur une base terriblement atypique. Chaque prototype est par sa propre nature atypique. C'est quand l'intelligence collective décidera que ce qui fait Scarlatti à ce moment, qui fait plus tard le même Scarlatti, et qu'à un moment donné Mozart fera d'une autre façon, c'est ce type d'intelligence qui commence à opérer des analyses par la propagation de ces prototypes, et qui verra qu'il y a des émergences, moi je dirais des invariances en fait, et que ces invariances, on commence à les nommer la forme sonate. Et que parce que ces invariances sont résistantes, et que résistent à des prototypages différents qui avaient des variations ou des variances plus ou moins fortes, les invariances vont constituer ce qu'est la notion d'archétype. Donc, qu'est-ce qui se passe quand ces archétypes commencent à subir ou certaines formes de variance que, éventuellement, chez Scarlatti étaient éphémères, et que donc entre une pièce et l'autre, on considère comme étant éphémères, donc comme étant des saillances qui sont plutôt de l'ordre du choix ou du style et non pas de la systémique, quand ces saillances commencent à devenir systémiques. Ça veut dire que, est-ce que ce que chez Scarlatti serait de l'ordre de l'ornementation, de la variation locale, ou d'une intuition qui ne se réverbère pas en termes de consistance chez le même artiste, on commence à le retrouver de façon plus systémique chez Mozart, chez Haydn, chez Beethoven, chez la période, on va dire, classique, et qu'on est capable, toujours l'intelligence collective qui a fait passer environ 80 ou 100 ans de propagation d'un modèle, commence à dire, mais en fait, non, ce qui se passe aujourd'hui dans la période classique n'est qu'une sédimentation, on pourrait dire, pourquoi pas, une cristallisation, une compression, appelons ça comme on veut, hein, de quelque chose qui était tout petit, effectivement, dans la période baroque, mais qui, dans la période classique, subit une modification. Qu'est-ce qui se passe quand, dans la période romantique, advient un processus similaire à ce qui a lieu entre les classiques et les baroques? Grosso modo, ça veut dire qu'est-ce qui se passe quand l'intelligence collective et connective commence à repérer des invariances, non pas à l'intérieur d'un objet, mais à l'intérieur de la fabrication des différents objets, qui ont produit tous des sonates, et qu'on appelle toujours des sonates, mais qui effectivement, les variations sont très importantes et qui deviennent systémiques. À ces moments-là, c'est là que l'archétype a été épaissi. Quand je parle dans mon jargon personnel, je trouve que la notion d'épaisseur est intéressante parce que j'aimerais faire à des visions qu'on appelle les frontières épaisses, c'est des lieux il n'y a pas de limite dans lesquels c'est blanc et c'est pour ça que c'est une vision spectrale, c'est blanc ou noir ou c'est 0 et 1, mais que les dimensions épaisses sont des dimensions qui ont une gradation d'articulation qui permet d'être tout un temps dans un domaine, dans une catégorie spécifique et dans une autre. Dans ces zones épaisses,
il n'y a pas une troisième dimension qui se dégage, et on est en entre-deux, mais qui fait sens. Donc, l'archétype en musique subit des épaississements progressifs dans l'histoire de la musique, qui fait qu'à un moment donné, quand un archétype est particulièrement bien sédimenté, donc il a un certain niveau, on va dire, d'épaississement, qui le ferait sortir du cadre du prototypage standardisé, du coup, bah, c'est là que le stéréotype surgit. C'est là qu'effectivement, alors là je vais faire un exemple très connu, c'est là dans la chanson, que nous on pense que la chanson d'aujourd'hui, dans une grande partie, je dirais pas la musique pop, mais la chanson comme phrase et refrain, comme strophe et refrain, comme introduction, strophe et refrain, et coda, est quelque chose qui a été stéréotypé dans la période classique. Alors, c'était suffisamment bien stéréotypé et c'est suffisamment efficace pour qu'aujourd'hui, n'importe quel chanteur applique les mêmes critères archétypaux de la chanson. Et du coup, c'est pour ça que ça marche très bien d'ailleurs. C'est dans le cadre de la réception de l'œuvre d'art, les projets stéréotypés sont sur une base archétypale. S'il n'y avait pas un archétype fort et qui a subi des sédimentations progressives, et du coup, il y a des variations possibles, autrement on ferait toujours strictement la même forme, c'est grâce à ça que le stéréotype existe et que dans le commerce de l'œuvre d'art musicale, c'est quelque chose qui est très appréciable. On achète quelque part ce que on connaît et que parce qu'on le connaît déjà, on le reconnaît, on va dire plutôt, le domaine de la musique du commerce a un impact très facile à cause du fait qu'il se repose sur des archétypes particulièrement sédimentés. Donc, dans ma vision, si on peut parler d'un ordre d'apparition, là je fais référence obligatoirement à certains amis qu'on a interviewés ensemble, c'est pas du tout l'archétype qui a lieu au départ, c'est le prototype qui donne origine à l'archétype. Le prototype est une volonté, on va dire non pas unique, comment dirais-je, personnelle, individuelle, d'un individu en tout cas, qui est l'artiste, qui propose le prototype. L'archétype se constitue à l'intérieur de l'intelligence collective et connective. Ce n'est pas du tout l'artiste qui définira quand un archétype a origine, parce qu'il s'affaire avec le régime doxique et le régime de transmission du savoir, qui automatiquement dira qu'effectivement tel prototype est inhérent à une forme archétypale. Et ça sera un régime étendu entre le public et les artistes, à quel moment on va faire ou des prototypes ou des stéréotypes. Ça veut dire qu'en tout cas, l'archétype n'est pas du ressort de l'artiste. L'artiste fait des prototypes ou des stéréotypes. La différence entre un prototype et un stéréotype, c'est que le stéréotype est solide, est robuste. J'aurais envie de faire une référence extra-musicale avec les voitures. Les voitures prototypales, elles marchent. La première voiture à batterie électrique, elle marchait pendant quelques kilomètres, elles étaient lentes, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on fait de plus en plus de voitures électriques parce qu'on a su stéréotyper des comportements de façon résistante. Pareil, c'est pour la fabrication des instruments en musique, pareil, c'est pour les formes musicales. Donc l'archétype est du ressort d'une analyse sur plusieurs prototypes qui ont été conservés par cette intelligence collective et connective, et que dans leur propagation, il y a eu un phénomène d'analyse qui fait que certains prototypes, à distance des décennies, voire des siècles, en fait, l'artiste est convaincu de faire quelque chose de nouveau. C'est toute la naïveté, la beauté de la naïveté de chaque artiste, qui en fait pense inventer quelque chose de nouveau et que ce sera le public qui analysera ses œuvres, qui l'attachera à un vision archétypal ou pas. Donc, de par mon attention, comme je disais tout à l'heure, mon attention au modèle corporo-centré et par le pragmatisme, donc le corps comme quelque chose de matérique, de physiologique, de somatique, et la pragmatique qui est le rapport à la matière, il est clair que je suis arrivé à cette conception des archétypes par des exigences non pas strictement intellectuelles, mais encore une fois, de la praxis. Notamment, j'enseigne la composition depuis à peu près 20 ans, et la grande question qui se pose est qu'est-ce qu'on enseigne quand on enseigne de la composition, quand on enseigne de la création. Donc la question de l'archétype devient fondamentale, et j'essaie de prendre bien le temps pour décrire le processus qui fait que la question pourrait être la suivante: est-ce qu'on peut percevoir un archétype? La réponse est oui, bien sûr que oui.
parce que l'archétype se constitue dans l'esprit, que ce soit la collectivité, l'intelligence collective et connective. En tout cas, c'est une analyse qu'on fait par rapport à des prototypes qui sont des phénomènes, des objets. Donc c'est une sorte d'abstraction d'un certain nombre de comportements de plusieurs objets ou modèles d'objets. Tout d'abord, je me rattache encore une fois à une étymologie bizarrement seulement latine. Pour une fois, les Grecs ont été mis de côté. Et c'est le mot désir se rattache aux marins, les hommes et les femmes, les hommes surtout à l'époque, qui naviguaient à une époque où les seuls repères étaient le soleil, qui n'était pas un repère fiable du tout, et les étoiles. Et donc il y avait le mot cum sideris et desideris. Donc le cum sideris qui donnera origine à la considération, ça voulait dire être avec les étoiles. Donc le marin, la nuit, quand il regarde l'étoile du Nord, il sait dans quelle direction il peut aller. Il est rattaché à une considération, émanation de l'intelligence collective et connective de l'époque. Il disait, si tu suis telle direction, tu arrives à la bonne direction. Sachant que si tu suis le soleil, tu vas tourner sur toi-même. Donc, du coup, la considération est un ensemble c'est un mini-régime. Donc, être avec les étoiles, le cum sideris, être dans la considération, et un régime d'information, de connaissance, d'expérience, de pratique, d'apprentissage et des compréhensions. Donc, ces 6 termes vont ensemble, qui permettent de dire, voilà, je suis en train de faire en considération parce que quelqu'un m'a appris, j'ai fait une pratique qui prouve que ce qu'on m'a appris n'était pas si idiot, donc ça devient une base d'expérience personnelle, ça devient une base d'apprentissage et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui se passe quand je suis détaché des étoiles? Donc je ne suis pas cum sideris, mais desideris. Quand je suis, il y a du brouillard, il y a de la pluie, il y a le jour. Hein. C'est un étrange moment où les modèles nictomorphes, les modèles inhérents la nuit, avaient plus de repères que les modèles luminomorphes qui étaient inhérents à la lumière du jour. Qu'est-ce qui se passe justement quand je n'ai pas les étoiles? Et donc je dois prendre des décisions sur quelle est la bonne direction à prendre. Alors là, je me base sur d'autres termes qui ne peuvent pas être ce que j'ai cité tout à l'heure, parce que je suis détaché des points de repère où la connaissance était à la base. Et donc je me base sur l'intuition, on va dire, en anglais on dirait le feeling, donc la perception immédiate de ce qui fait du bien, les affects, et en anglais encore une fois, les expectations, ça veut dire l'attente, ce que j'imagine être bon pour moi. C'est très intéressant. Du coup, le mot désir, par ces 5 mots, est défini de façon assez précise. Le désir, et Freud le dira plus tard, en disant qu'on ne peut pas désirer ce qu'on ne connaît pas, c'est tout à fait vérifiable. Du moment que sur une base des considérations, donc une propagation de la connaissance par le régime pour l'intelligence collective et l'intelligence connective, je commence à avoir un certain nombre de considérations, mais dès le moment que je les base sur ce que je dis tout à l'heure, donc le ressenti individuel ou intrasubjectif, qui fait que c'est quelque chose qui fait du bien pour moi, la notion du désir, je dois prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement attachées à des modèles connus. Dans cette vision, du coup, cette sorte de décision était nécessaire pour pouvoir décrire la notion de quand est-ce qu'on reconnaît un archétype et face à des prototypes. Donc j'écoute une pièce nouvelle, je n'ai jamais entendue avant, soit parce que je n'ai pas eu l'occasion de l'entendre, soit parce que c'est une pièce de création, c'est-à-dire qu'elle est proposée pour la première fois à ces moments exacts. Il y a si le modèle proposé ou l'œuvre proposée fait partie d'un stéréotypage, donc ce qui est généralement, que j'ai dit tout à l'heure, fait partie de quelque chose de suffisamment sédimenté pour que les repères de culture sont immédiats. Du coup, il y a des phénomènes de surface. Ça veut dire que c'est un phénomène de surface, ça veut dire que parce qu'il fait partie d'un stéréotype, je ne vais pas songer quelle est la structure profonde qui l'alimente. Et dans le stéréotype, les phénomènes de surface, qui ne sont pas du tout péjoratifs, c'est de l'ordre de la satisfaction et du plaisir. Donc, dans une structuration du besoin du corps jusqu'à la jouissance du corps, on va dire que la satisfaction est un tout premier niveau, un niveau relativement trivial, un niveau
C'est pour ça qu'on appelle de surface, qui ne veut pas dire superficielle. Ça veut dire simplement qu'il s'adresse à une nécessité immédiate, qui serait celui de j'ai soif, je bois de l'eau, du Coca-Cola, n'importe quoi qui soit, qui réponde à cette immédiateté. En revanche, dès que j'accède à un niveau de lecture plus approfondi, et éventuellement, même ça m'étonnerait beaucoup que les stéréotypes puissent donner accès à des archétypes, ça m'étonnerait beaucoup en termes de jouissance, parce que malheureusement le stéréotype a une charge, non pas émotionnelle, mais culturelle tellement puissante que ça nous empêche d'aller dans un approfondissement particulier du pourquoi même l'objet existe. Mais quand on est face à un objet nouveau qui suscite en nous un attachement à des archétypes potentiels, donc notre cerveau n'est pas simplement en train d'analyser la surface des phénomènes de l'instant, mais il commence à les corréler à des modèles connus d'avant, et donc à se faire en forme de auto-intelligence, on pourrait l'appeler intelligence autocorrigée, dans laquelle on vérifie si le modèle qui a réception appartient à des modèles qui ont été appris auparavant. Quand on donne accès, le modèle qu'on est en train d'écouter donne accès à un archétype, automatiquement il y a jouissance. Je peux le dire avec un langage peut-être un peu moins jargon, un peu plus grand public, c'est que la jouissance face à une œuvre musicale de découverte, donc on connaît pour la première fois, si c'est situé au niveau de la surface, ça produit un plaisir immédiat, mais qui n'arrive pas à aller au-delà, ça veut dire que c'est clairement un stéréotype, ça veut dire qu'il est sur des bases connues et qui nécessite une analyse, qui ne nécessite pas une analyse approfondie. Ça veut dire que grosso modo, quand je bois de l'eau parce que j'ai soif et j'ai besoin de répondre à un besoin immédiat, je ne suis pas en train d'évaluer la qualité intrinsèque de l'eau. En revanche, si je suis face à des objets qui sont beaucoup plus complexes automatiquement, et par exemple on va prendre un grand château d'une grande époque, d'une grande année, d'un grand cru, le boire simplement pour se désaltérer serait presque insupportable, car sa complexité, bien sûr, va répondre à un besoin immédiat, mais sa complexité, étant donné qu'il sort d'un cadre de stéréotypage, malgré le fait, on pourrait me dire oui, mais ça fait partie d'une production, donc c'est quand même rattaché à une stéréotypisation. Oui, bien sûr, il y a toujours la stéréotypisation qui en appelle plutôt l'empreinte, le style, la marque, c'est autre chose, c'est pas un stéréotype. C'est justement, on appelle le trait éventuellement stylistique, mais pas un archétype, mais encore moins un stéréotype. Donc quand on a des objets plus complexes, automatiquement, si ces objets plus complexes sont capables de nous faire accéder à des archétypes potentiels auxquels on le rattache, c'est là qu'il y a une jouissance de l'écoute. Ceci est important parce que dans une vision corporocentrée de l'art, on vise tout le temps à la jouissance. On vise à une propagation du phénomène vers le public, à quelque chose qui ne soit pas simplement de l'ordre du décoratif. C'est pour ça que je parle bien d'œuvres d'art, et non pas simplement d'objets de consommation. Et automatiquement, même si on ne le sait pas, c'est ça qui est très intéressant dans la notion de l'archétype, c'est que même quand on ne le sait pas, quand un objet qu'on écoute pour une première fois, s'il arrive à répondre à un archétype ou à plusieurs archétypes, parce qu'encore une fois en musique on a vraiment des échelles, des grandeurs très très différentes, automatiquement la jouissance se produit. Ce phénomène est très connu que quand vous êtes devant un objet pour la première fois, vous avez une véritable sensation de jouissance. Cette jouissance n'est pas donnée par l'objet lui-même en tant que chose intrinsèque, mais parce que on connaît par la considération, dans tout ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à un régime de transmission du savoir, elle répond à des besoins immédiats qui font appel à la connaissance. On pourrait dire que considération et désir, du moment qu'ils sont rattachés, et qui sont rattachés dans le corps et dans la culture, qui est une autre partie du corps, du moment qu'ils sont capables d'identifier un archétype, ils sont dans une phase de la réception de l'œuvre d'art qui est de l'ordre de la jouissance, ça veut dire qui dépasse le stade de la découverte. Il y a forcément un rapport critique à faire dès qu'on prend une position et qu'on la défend, notamment avec son action personnelle. Forcément, on doit avoir l'humilité de discrétiser les choses. Par rapport à ce que j'ai défini sous la notion de l'archétype, il est clair qu'il y a
une limite majeure de la part, non pas de la société, encore une fois, quand l'archétype se constitue et le rapport entre prototype, archétype et stéréotype concernant le récepteur de l'œuvre d'art, je ne vois pas des grandes limites. Quelque part, ça revient à des positions qu'on a pu voir dans d'autres études. Peu importe l'ordre exact d'apparition ou le mode d'apparition, le mode de fonctionnement, mais je pense qu'il n'y a pas un grand questionnement différent. Peut-être une terminologie un peu inusuelle chez moi. Mais quand on est côté artiste, effectivement, là, il y a beaucoup de problématiques qui surgissent. Parce que aujourd'hui, un artiste ne peut pas s'empêcher de vouloir contribuer. Quel artiste, je parle en musique, encore une fois, je me restreins au champ dans lequel j'ai quelque chose à dire. Quel compositeur ne voudrait pas se mettre sur une même trajectoire que Beethoven, pour en citer un parmi d'autres, Stravinsky, il n'y en a pas, il y en a plusieurs, qui ont su effectivement épaissir ces fameux archétypes, qui ont su de façon consciente créer des prototypes, sachant que il allait toucher le nerf vif du système d'apprentissage, du système de réception de l'œuvre d'art, du système social, au sens de régime social de communication de l'œuvre d'art. Donc, et alors là, il y a un danger qui renvoie aussi à une connaissance. Tout à l'heure, j'ai indiqué un peu qu'un archétype serait quelque chose, ce serait un prototype qui, on peut appeler un autre terme, qui résonne avec des archétypes déjà repérés. Et que cette résonance avec des archétypes ferait qu'effectivement, il y a une forme de jouissance. Je le crois, je le pense, je le défends. Et je le pratique aussi. C'est-à-dire que quand je compose, je sais à quel type d'archétype je suis en train de m'adresser et j'espère vivement que le public le reçoit. Il y a une limite très importante, c'est que dans cette projection de soi comme quelqu'un qui est capable éventuellement d'épaissir des archétypes, parce que quelle est l'importance d'épaissir un archétype? On pourrait s'en foutre complètement et faire quelque chose de nouveau pour le nouveau. C'est que l'épaississement d'un archétype, quelque part, est rassurant. Est rassurant parce qu'il nous fait comprendre qu'on est dans une trajectoire qu'on a appréciée et que bien avant nous, quelqu'un d'autre l'a appréciée, à un tel point qu'on a étudié avec quelqu'un d'autre, qu'on sort d'une école, et qu'en sortant de cette école, on est capable de contribuer à la nutrition, si on veut utiliser un terme très animalier, à la nutrition de cette école pour l'avenir, pour non pas la postérité, mais en tout cas pour la suite. Alors, dans cette projection, il y a le danger de se tromper beaucoup. Alors, ça ne fait pas trop de mal, dans le cadre de la musique, ça veut dire qu'on produit des œuvres qui n'ont pas de postérité, parce qu'en fait, elles ne répondent pas en résonance avec d'autres archétypes, et du coup, on s'est trompé vraiment d'axe. Moi, j'utilisais le terme désaxé. C'est comme si les archétypes avaient une résonance, il y a un axe de vibration centrale, et que quand on est trop désaxé, ça ne résonne pas, comme n'importe quel objet qui résonne par sympathie. Et ça, c'est un danger qui est arrivé dans l'histoire de la musique à plusieurs moments où on a produit des œuvres, effectivement, qui n'étaient pas axées sous des formes de réception archétypale. Et du coup, étaient taxées de ce fameux terme, la musique est abstraite. Non, la musique est concrète. Le son est un phénomène terriblement concret. Ça restera toujours concret. Or, étant donné qu'on ne le voit pas, nous on a tendance à dire que c'est abstrait. Non, quand on dit qu'une chose est abstraite, c'est qu'effectivement, elle est désaxée par rapport aux archétypes repérés, et du coup, ça ne résonne pas. C'est quelque chose on pourrait dire avec un jargon que je n'aime pas trop, qui ne fait pas de sens. Or, définir le sens en musique, c'est tout un autre chapitre, mais le désaxement par rapport à des archétypes déjà repérés, ça voudrait dire qu'effectivement l'artiste a essayé. Alors là, il y a toute autre interprétation de l'œuvre comme essai, de l'œuvre comme expérimentation, bien sûr, c'est un autre débat. C'est un débat qui est fort intéressant, qu'on en a besoin. Parfois, on expose les ratés d'ailleurs, les objets ratés, parce qu'ils sont porteurs d'une autre forme d'information. Mais dans le champ des archétypes, quand une œuvre a des accès, pour nous, elle est abstraite. C'est-à-dire, elle est prive d'un sens, d'une réception immédiate. Dans ma discipline, qui est indissociable de l'apprentissage, les compositeurs autodidactes, il faut se méfier beaucoup. Ils ne sont pas autodidactes du tout, simplement, ils n'aiment pas leur prof, on va dire, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Il y a un souci majeur chez l'artiste compositeur qui est celui de avoir une origine, c'est à peu près le même problème, on va dire,
anthropologique de toute ethnie, hein, sauf que là, ça s'est rattaché à un individu, d'où je viens comme école, comme pensée, comme philosophie, et vers où je vais. Et la notion de l'émancipation se produit très vite. À quel moment l'élève qui est issu d'un parcours d'études est suffisamment autonome pour avoir sa vie d'artiste? Et à quel moment sa maturité est telle qu'il ne va pas faire des stéréotypes en permanence seulement, mais qu'il sera capable de produire des prototypes dans cette ambition saine d'épaissir des archétypes. Et là, c'est un grand débat, c'est un très grand débat parce que, alors c'est politiquement très incorrect, mais vu que Umberto Eco, avant moi, l'a dit plusieurs fois, dans l'art, il faut être politiquement incorrect. Autrement, ça veut dire qu'on n'est pas artistiquement engagé. Je ne crois pas du tout aux artistes qui sont toujours dans les... Qu'est-ce que ça veut dire politiquement incorrect? Ça veut dire que, obligatoirement, un artiste qui se met dans cette projection entre d'où je viens, donc dans une école, depuis une école, je sors d'une école qui a eu des maîtres, qui a eu des facteurs, qui a eu des artisans, et quelle est ma projection dans un avenir quelconque, dans cette vision, et on doit opérer des choix, et ces choix doivent démarquer des comportements artistiques, j'insiste, non pas éthiques ni sociologiques, qui font prendre des directions qui parfois rentrent en conflit avec d'autres écoles. Et ces conflits ne doivent pas être harmonisés. On n'est pas dans des conflits de type armé, dans des visions politiques ou des visions éthiques, encore une fois. Simplement, c'est sur la vision de souvent ce qui est l'énergie qu'on propose par des œuvres d'art. Donc, dans ma vision, encore une fois, fortement corporocentrée, tout artiste vise à produire beaucoup d'énergie par rapport à son action artistique. Et c'est là que je voudrais, du coup, arriver à cette petite torsion, non pas du langage, mais de mon discours, c'est que quand un artiste, et c'est là la critique la plus importante que j'ai fait à ma vision de l'archétype, un artiste qui est issu d'une école et qui veut créer son propre, non pas école, mais sa propre production, de façon émancipée, de façon autonome, de façon indépendante, et qui vise à nourrir la notion même d'archétype, c'est forcément quelqu'un d'anormal. C'est forcément quelqu'un qui sort de la norme, non pas en termes d'élite, absolument pas, mais tout bêtement, on pourrait dire sous forme d'inattendu, d'imprévu, d'accident. Et donc, autant la créativité à la portée de tous, c'est une action même de nourrir notre façon de s'exprimer, mais la création est pour une partie, non pas restreinte, parce qu'il n'y a pas de restrictions, mais pour une partie atypique, anormale, qui est capable de manipuler la matière de façon différente. Dans cette différence, dans cette anomalie, dans cet être hors norme, qui encore une fois, ce n'est pas une hors norme vers le haut, c'est une hors norme vers quelque chose de différent. C'est là qu'effectivement beaucoup d'artistes peuvent vivre et arriver à une forme d'expression terriblement frustrante, car s'ils sont désaxés par rapport aux archétypes, il risque d'être désaxé en permanence, c'est-à-dire d'être dans la totale incompréhension face au public, face à la réception des systèmes de production, face au système économique. Et donc, il y aurait un grand intérêt à envisager des modèles opératoires de l'enseignement qui donnent autonomie à l'individu, qui donnent émancipation à l'individu, qui augmentent les compétences, donc on est vraiment dans la transmission du savoir, obligatoirement des archétypes et des stéréotypes, ce qu'on appelle les techniques, la praxis, en espérant que ces artistes ne soient pas désaxés face au trop désaxés face aux archétypes déjà connus. Dit de façon plus claire, ou alors plus rapide, c'est qu'on peut inventer des nouveaux archétypes, c'est clair. Ce n'est pas l'artiste qui le décide, c'est la société qui le décide. L'artiste peut le désirer, peut avoir une poussée beethovenienne, qui, quelque part, les archétypes présents sont trop petits, trop contraignants, il faut créer quelque chose de nouveau. Ça, c'est une visée. Certaines personnes ont cette puissance expressive de savoir le faire, donc de savoir non pas anticiper la société, pas du tout, mais tout simplement de rentrer en vibration, j'utilise un terme souvent qui est celui de réverbération avec la société. Et dans cette réverbération, il y a bien sûr la réverbe dans tous les côtés, du coup, il y a la source d'émission qui est l'artiste, mais il y a le retour
du lieu, de l'espace réverbérant, qui retourne chez l'artiste. Dans cette communication rapide, tardive, peu importe le terme qu'on va utiliser dans cette image de la réverbération, il y a une possibilité de tenter de dévier quelque chose. Alors, si ces tentatives a du succès, ben là on est face à ce que parfois, dans l'histoire de l'art, on le dit, c'est un terme qu'on a peur de dire parce que c'est élitiste, et malheureusement, les termes élitistes sont dangereux, sont fascistes, sont insupportables, donc moi aussi je les évite. Du coup, le mot génie a été banni un peu du jargon d'aujourd'hui. En fait, le génie n'était rien d'autre que quelqu'un qui avait une anomalie en soi, fondamentalement. Mais une anomalie génératrice de nouveautés, qui était capable d'apporter une nouveauté tout en vibrant, en résonnant, si on veut, avec les archétypes d'avant. Donc, dans ma proposition de la vision de l'archétype, il y a effectivement la plus grande critique que je peux y faire, c'est face à l'artiste, au côté artiste, qu'est-ce qui se passe si l'artiste est vraiment désaxé? Et ça, c'est un gros problème qui se résout peut-être dans les séances de psychanalyse, dans d'autres milieux. Mais dans l'étude des archétypes, c'est important d'envisager, c'est comme, je voudrais utiliser un terme, c'est une poussée, ce n'est pas un acte. L'artiste ne peut pas changer créer un nouvel archétype. Mais c'est une volonté, on peut dire qu'il y a une forme de... Il y a un terme qui est une sorte de pré-écho, si on veut utiliser un terme inhérent de la résonance. L'artiste peut donner effectivement ce pré-écho. Là, depuis peu, j'utilise je sonde un nouveau aspect de la création qui est la prétension, la tension qui a avant même l'œuvre. Ben ça, on la ressent, on l'aperçoit. À quel niveau, je vous assure, je ne sais rien, mais on l'aperçoit. Et je pense que cette prétention, cette tension avant même l'œuvre qui existe, est la volonté de l'artiste de faire surgir un archétype qu'en tout cas il ressent en lui.